moi, je considère que le luxe, c'est pas forcément des choses qui coûtent cher. Le luxe, c'est très subjectif déjà, de première chose. Et je considère pas que le luxe, c'est quelque chose qui coûte cher. Pour moi, le luxe, c'est quelque chose, c'est beau en fait. C'est du beau, c'est quelque chose pour lequel on met beaucoup d'amour, beaucoup de temps. Le luxe, c'est des artisans en premier. C'est l'industrie du beau, de l'élégant, de exigeant, du raffinement. Et en fait, ça s'applique dans tous les domaines de la vie. En fait, c'est pas juste acheter un sac. Tu peux trouver du luxe aussi dans la manière dont tu vas créer un plat, quand tu vas cuisiner, tu vas avoir ce sens du détail. Tu vas aller chercher le goût, tu vas aller chercher la couleur, tu vas aller chercher tu vois là dans ton assiette quelque chose qui va donner de l'émotion. Le luxe, c'est aussi l'émotion. C'est procurer de l'émotion à quelqu'un qui a pas forcément besoin de cette chose-là. Écoute, on va commencer. La discussion, c'est vraiment l'objectif, je te pose des questions et puis qu'on puisse expliquer aux gens, voilà, qui comprennent ton parcours, ta carrière, comment tu es arrivé à ce que tu fais maintenant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être déjà, pour commencer, ce que tu fais actuellement comme travail Alors, moi, je suis basée à Dubaï, donc depuis maintenant 2 ans. Je suis arrivée à Dubaï, je travaillais pour une marque de parfum qui s'appelle Ojar. Donc j'ai travaillé pour Ojar pendant 2 ans. J'ai fait 1 an en France pour les marchés européens où j'ai développé la marque en Europe. Donc j'étais basée à Paris. Le siège social est basé ici à Dubaï, mais moi j'étais basée à Paris, donc j'étais en remote pendant 1 année. Et en fait, j'ai rejoint l'équipe Ojar au lancement de la marque. Donc c'est une marque qui a été créée par la Sheikha, donc la princesse d'Oman, Sheikha Hind Bahwan. Donc c'est une multimilliardaire plutôt même, qui a voulu lancer sa marque de parfum parce que le parfum, ça a toujours été quelque chose qui lui plaisait, et plus généralement au Middle East, au Moyen-Orient, le parfum c'est pas juste un parfum, c'est vraiment ça fait partie de la vie des locaux ici, et c'est une commodity, c'est vraiment quelque chose qu'on met matin, midi, soir, souvent qu'on layer, donc on utilise plusieurs parfums qu'on va superposer les uns après les autres. Donc c'est un peu le concept de Ojar. Donc j'ai développé la marque en Europe, j'ai ouvert quelques pays, dont la France, la Belgique, le Maroc, l'Espagne, l'Italie, enfin tous ces pays-là. Donc j'y suis allée avec ma petite casquette de commerciale et toquer dans les portes et voilà, vendre entre guillemets un peu la marque. Et puis en fait, au bout d'1 an, on s'est rendu compte que avec le Covid, tout ça, c'était pendant le Covid. On s'est rendu compte que la marque stagnait finalement, et il y avait vraiment un marché à prendre, et on le savait, un marché à prendre au Moyen-Orient. Et donc, on m'a rapatriée entre guillemets ici à Dubaï. Et du coup, j'ai travaillé pendant 1 an ici à Dubaï chez Ojar dans le développement des pays du Moyen-Orient. Donc, j'étais principalement en Arabie Saoudite. Enfin, j'étais basée à Dubaï, mais je faisais l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn et UAE, quoi. Donc voilà. Après Ojar, il y a quelques mois maintenant, j'ai décidé d'entreprendre une nouvelle aventure pour une marque de luxe Chopard qui s'appelle Chopard au Moyen-Orient. Donc Chopard, c'est une marque suisse d'horlogerie et de joaillerie. Ils font de la haute joaillerie et de la haute horlogerie aussi. Donc Mais ça, faut bien préciser que c'est pas la joaillerie haut de gamme qu'on a l'habitude de voir. Chopard, ça fait vraiment partie, je pense, avec Cartier. C'est quelques marques qui sont sur la place Vendôme et qui font vraiment des commandes sur mesure avec des pierres exceptionnelles. Enfin, c'est de la haute voltige en fait. C'est vraiment pas juste. Bien sûr qu'il y a la gamme joaillerie, et on peut trouver. Tu peux aller dans une boutique Chopard et avoir une bague par exemple à 3 000 ou 4 000 euros, mais en entrée de gamme bien sûr. Entrée de gamme, mais ouais, même peut-être un peu plus. Évidemment, voilà, on a une grosse partie de la clientèle où c'est des VIP, c'est des VVIP ou VIP, où c'est vraiment des commandes spéciales avec des pierres précieuses, ou par exemple en horlogerie, ça va être des montres à complications avec des mouvements, un flying tourbillon, tu vas avoir une minute repeater, enfin plein de mouvements qui sont liés à une montre. Normalement, c'est fait pour lire l'heure, mais dans la haute horlogerie, une montre, ce n'est pas fait que pour lire l'heure. Non. C'est pour plein de choses, pour avoir en simultané toutes les heures du monde entier, pour avoir ce type de complications. Enfin bon, voilà. En tout cas, voilà. Chopard, c'est une maison qui date. La maison a été créée en 1830. À la base, c'était Louis-André Chopard. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans l'histoire de la maison, mais voilà. Non, mais c'est intéressant de savoir un peu quel est le contexte. Après, c'est ce que je dis toujours aux gens. Si vous voulez savoir en détail,
faites les recherches, on a le web à portée de main, allez sur Wikipédia ou ailleurs, mais merci de nous expliquer le contexte parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'est Chopard. C'est vrai, c'est intéressant. En fait, c'est très intéressant dans la mesure où en fait Chopard à la base, donc c'est une maison, c'est donc Paul-André Chopard qui est un horloger. Donc à la base Chopard, ce n'est pas la joaillerie, c'est de l'horlogerie. Chopard, c'est aussi très assimilé à Cannes Festival, hein, le festival de Cannes, la Palme d'Or, c'est Chopard. Hein. Donc c'est très lié à la joaillerie, mais à la base. Tu vois, pour moi, ça c'est de la culture générale parce que savoir que Chopard crée la Palme d'Or. Enfin moi, honnêtement, avant de discuter avec toi, quand on a préparé l'entretien, je savais pas. Donc j'ai découvert quelque chose. Ouais, non, c'est vrai. Ça fait 70 ans maintenant, 72 ans qu'on est partenaire officiel du Festival de Cannes. Et en fait, à la base, donc Chopard, c'est de l'horlogerie, c'est un horloger qui avait sa petite manufacture à Genève, et c'était même pas à Genève d'ailleurs, c'était à Mérin. Et malheureusement, ses descendants, ses deux fils, n'ont pas voulu reprendre le business. Et alors que ça florissait, et, il avait énormément de commandes de montres. C'était à la base, c'était des montres pocket watch. Vous savez, les montres, pas les montres bracelets, mais les montres que les gentlemen se mettaient dans leur. Ah oui, à l'ancienne, avec la petite chaîne. Ok. C'est ça. À la base, c'était ça. Et en fait, il s'avère que au même moment, on a la famille Cheffelet, donc c'est la famille actuelle qui possède la boîte Chopard, la maison Chopard. La famille Cheffelet, une grande famille allemande qui faisait des chaînes en or dans sa manufacture en Germanie, en Allemagne, était à la recherche d'un justement un artisan horloger pour créer des mouvements. Du coup, comment? Ils voulaient des débouchés pour leur chaîne et ils se sont dit joint venture parfaite. Mais oui, mais en moins d'une heure, donc évidemment le Cheffelet, donc Carl Friedrich Cheffelet est allé en Suisse, parce qu'évidemment c'est en Suisse à cette époque-là que les plus grands artisans existaient, et donc existent aujourd'hui encore. Et donc il est allé en Suisse et il a rencontré Paul-André Chopard et il lui a dit, écoute, moi je veux reprendre ta boîte, mais je vais garder le nom Chopard, je vais pas changer pour Cheffelet, parce que Chopard avait déjà une notoriété qui était quand même chez les aristocrates très reconnue. Ils avaient une expertise qui était reconnue, et donc du coup ils ont gardé le nom Chopard. Et aujourd'hui encore, donc c'est la 3e génération de la famille Cheffelet qui détient la maison Chopard, et du coup Chopard est une maison familiale indépendante. Ce n'est pas comme Cartier qui appartient au groupe Richemont, ou Vacheron, Constantin, ou Tailleger, ou enfin voilà toutes ces marques que vous connaissez. Donc ouais, Chopard est familial au même titre que Hermès, maison dans laquelle aussi j'ai été. Donc j'aime bien les maisons familiales finalement. Oui, voilà. Et il paraît que souvent c'est des entreprises qui sont un peu mieux gérées, donc j'espère que ça se vérifiera. Oui. Pour prolonger, comme tu disais, tu as travaillé aussi chez Hermès. C'est vrai que ce qui est intéressant, et ce pourquoi je voulais que tu témoignes, c'est le fait que tu aies travaillé quand même, quand on parcourt, quand on regarde, j'invite les gens à aller voir ton profil LinkedIn, on voit que tu as quand même une carrière vraiment orientée très luxe et mode. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce secteur? Enfin, est-ce que c'est un choix vraiment très précis d'aller dans ce secteur-là? Est-ce que c'est des opportunités que tu as eues? Pourquoi le luxe? Oui, c'est une très bonne question. Le luxe, c'est pas de prime abord, c'est pas l'industrie où on va dire où on va trouver du travail très rapidement. Déjà, ça c'est une première chose. C'est vrai que ça paraît comme ça, c'est assez fermé. Surtout en plus le luxe dans la mode, c'est la mode déjà, c'est assez fermé. Donc voilà. Tout à fait. Non, c'est pas tombé par hasard. J'avais vraiment l'envie de travailler dans le luxe, et je m'en suis donné les moyens après avoir fait mon master à l'EM. J'ai fait un master en entrepreneuriat et innovation, assez classique. Management quoi. J'ai intégré l'IFM, donc l'Institut français de la mode. Donc en fait, j'ai ajouté à mon arsenal un petit peu éducatif cette année en plus, master spécialisé dans la mode et dans le luxe, parce que je savais que ça allait faire la différence. Et d'ailleurs, je pense que ça l'a fait, parce qu'en fait, j'ai toujours eu en fait cette appétence pour moi je considère que le luxe c'est pas forcément des choses qui coûtent cher. Le luxe, c'est très subjectif déjà, de première chose. Et je considère pas que le luxe, c'est quelque chose qui coûte cher. Pour moi, le luxe, c'est quelque chose, c'est beau, en fait. C'est du beau, c'est quelque chose pour lequel on met beaucoup d'amour, beaucoup de temps. Le luxe, c'est des artisans, en premier.
tous les artisans qui créent, par exemple, je prends un exemple très que je connais, les sacs Hermès, c'est des sacs qui coûtent extrêmement cher, le Kelly, le Birkin, le Constance, et en fait, ce sont des sacs qui sont faits entièrement par un artisan. Donc, par exemple, un Birkin, c'est plus de 500 heures de table. C'est un artisan qui va aller récupérer le cuir, qui va le faire, qui va le façonner, qui va prendre le temps de comprendre vraiment comment structurer le sac pour qu'il soit exactement comme il doit être, et qui va y mettre tout son cœur. Et en fait, c'est ça pour moi le luxe suprême, c'est vraiment le beau. L'exigence surtout, la patience, l'exigence, c'est vraiment un milieu. C'est l'industrie du beau, de l'élégant, de exigeant, du raffinement. Et en fait, ça s'applique dans tous les domaines de la vie. En fait, c'est pas juste acheter un sac. Tu peux trouver du luxe aussi dans la manière dont tu vas créer un plat, quand tu vas cuisiner, tu vas avoir ce sens du détail. Tu vas aller chercher le goût, tu vas aller chercher la couleur, tu vas aller chercher tu vois là dans ton assiette quelque chose qui va donner de l'émotion. Le luxe, c'est aussi l'émotion. C'est procurer de l'émotion à quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de cette chose-là. Une montre Chopard ou une montre Cartier avec des complications, ça ne sert strictement à rien. Une montre, c'est fait pour lire. Le beau ne sert à rien. On enlève le beau, en fait, dans l'humain, il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais faites. À commencer par, il y a des siècles, peut-être, la grotte de Lascaux, elle aurait jamais vu le jour parce qu'à l'époque, c'était beau. Enfin, je sais pas si c'était du luxe pour eux, mais le luxe, c'est beau. Ouais. En fait, ça ne sert pas le besoin, c'est vraiment pour, c'est dans la pyramide de Maslow, tu verrais que t'étais en haut de la pyramide, c'est vraiment satisfaire un besoin qui est, tu vois, c'est vraiment pas vital, c'est le soi, quoi. Et donc de ce sentiment-là, j'ai toujours eu cette envie, cette appétence justement pour le beau, et m'orienter dans une industrie comme ça a été pour moi un objectif. Et ça a été difficile, ça n'a pas été facile. Et justement, parce que ça a été difficile et parce que à la base, j'étais pas du tout vouée à rentrer dans une industrie comme celle-ci, ça m'a donné encore plus envie justement de rentrer dans cette industrie. Ok. Du coup, j'ai un premier petit sondage, savoir si travailler dans le secteur du luxe, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Pour vous donner mon avis perso, moi, je sais que je l'ai approché un peu et j'avoue que c'est pas un truc qui m'intéresse trop. Peut-être plus en tant que cliente. J'adore aller, par exemple, au Maurice, déguster les pâtisseries de Cédric Grolet, mais pas plus. J'avais travaillé, en fait, dans le Jura, dans une petite boîte qui faisait de la retouche photo. Et donc, on avait les montres qui arrivaient par coursier depuis la Suisse, et typiquement on avait des Jaeger-LeCoultre magnifiques, et c'est ça, je veux dire, le luxe c'est vraiment le beau. Pendant que les gens répondent au sondage, typiquement on avait reçu une montre, je sais plus quelle marque, mais qui était entièrement en diamant. En fait, le bracelet c'était que des diamants baguettes taillés rectangulaires, le cadran un énorme diamant, et les aiguilles des diamants. Enfin, je sais même pas comment on arrive à lire l'heure. C'est possible que ce soit Chopard, hein. Honnêtement, je sais pas, mais c'était magnifique, et c'était trop drôle parce que les coursiers traversaient la frontière avec ça, du coup, on pas payer les taxes, et les douaniers fermaient un peu les yeux en mode, oui, bon, c'est bon, allez-y. Ouais. Ça, c'était très drôle, quoi. Du coup, pour en revenir à comment t'es arrivé là, parce que comme tu disais, ça a pas été facile, et je pense que les gens qui ont vu, du coup, les petits posts de promo que j'ai fait, je notais, comment on passe d'un lycée de ZEP, au service marketing d'un joaillier de luxe. Il faut savoir que, et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi que tu témoignes, tu as quand même un parcours, on va dire, qui a pas été facile. Je pense que t'es le genre de personne qui a dû tout donner pour arriver où elle est. Et donc, voilà, je voudrais que tu nous expliques comment tu as gravi les gestions. Enfin, où est-ce que tu as commencé déjà ton bac, ta scolarité, tu as commencé où avant de passer ton master à l'EM Lyon? Comment tu as fait pour en arriver jusqu'à là? Ouais, alors comme tu dis, ça a été un long parcours. Effectivement, j'étais à Vaux-en-Velin, donc dans un lycée de zone éducation prioritaire, un lycée ZEP. Pour ceux qui connaissent pas forcément trop la France, parce que je m'adresse vraiment aux francophones du monde entier, Vaux-en-Velin, c'est une ville à côté de Lyon. Donc Lyon qui est à peu près au milieu de l'Hexagone, plus vers la Suisse, on va dire. Enfin, ouais, un petit peu plus vers l'est. Et donc Vaux-en-Velin, c'est ce qu'on appelle en France la cité, qui est un peu la ville en gros qui a une mauvaise réputation, on va pas se mentir, hein. C'est comme par exemple quand on dit Saint-Denis en région parisienne, en fait. Voilà. Donc c'est assez connoté. C'est assez connoté. Il y a un gros décrochage scolaire. Dans mon lycée, franchement, on était 20% à avoir eu, 20-30% max à avoir eu le bac et à avoir continué nos études en université. Donc voilà, déjà un environnement à la base assez compliqué,
où c'est difficile de sortir de ce truc où tu te dis de toute façon tu vas pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. J'ai toujours essayé de combattre justement ce schéma-là, un peu déterminisme un peu social où moi ma mère elle est femme de ménage, mon père il était retraité, il est décédé quand j'étais très jeune, donc voilà, ma mère nous a quand même soutenus pendant plusieurs années en tant que femme de ménage. Elle travaille le matin, elle travaille le soir. Ça a été un environnement très difficile où le seul moyen de s'en sortir c'était par les études, et c'est vraiment pas un euphémisme que de dire le seul moyen de s'en sortir normalement, c'était vraiment par les études et en s'en sortir allant classique qui va pas t'emmener vers les complications plus tard. Exactement. Mais vraiment, j'étais baignée dans cet environnement-là. Et donc du coup, aussi, mon seul moyen de m'exprimer, c'était aussi, de raconter mon histoire. En fait, si tu veux, j'ai passé tous les échelles. C'est marrant parce que j'ai pas eu un parcours classique. C'est-à-dire, je suis arrivée à l'université, j'ai fait 2 ans de DUT où je suis partie à l'étranger pendant 6 mois au Canada, où une mère évidemment très tradie qui veut pas que sa fille parte alors qu'elle est pas mariée, donc j'ai dû me battre pour lui dire maman il faut absolument que j'aille à l'étranger, c'est bien, c'est fait. J'ai toujours cette appétence aussi pour l'étranger, on en reparlera, mais voilà. J'ai dû me battre aussi pour partir, sortir du cocon familial, aller à l'étranger, prouver que j'y vais pour pas pour m'amuser, mais vraiment pour travailler, revenir. L'étranger, le pays d'à côté, et t'as pris l'étranger sur un autre continent avec un océan énorme entre. Énorme. Ouais. C'est effrayant pour une maman qui n'a plus son mari, qui a 4 enfants, de laisser sa fille partir comme ça à l'inconnu au Canada. Honnêtement, et à son époque et à son âge et avec sa mentalité, c'est incroyable d'avoir réussi à la convaincre. Et une petite question de contexte du coup, parce que ça m'intéresse moi d'avoir des gens comme toi qui témoignent, parce que j'ai pas du tout le même contexte dans ma famille. Ta maman, c'est une première génération, je veux dire, qui est venue en France, ou c'était ses parents à elle? Non, première génération. Donc ma mère. Oui, c'est encore plus effrayant, parce qu'elle a pas de repères comme nous on peut avoir quand on a déjà des parents qui sont là, quoi. Ouais, totalement zéro repère. Elle parlait pas le français, elle l'écrivait pas. Donc si tu veux, non, il y avait un vrai. Mais derrière, j'avais prouvé dans le passé aussi avec mes notes, avec mes professeurs, que j'étais quelqu'un quand même d'assez assidu. Je travaillais quand même vachement bien. Voilà, j'ai prouvé aussi que j'y allais pas pour m'amuser. Et donc voilà, j'ai eu cette première expérience hors de mon cocon au Canada. Je suis revenue, j'ai passé mes concours AST, chose encore que honnêtement, pas cru. Alors faut que tu expliques ce que c'est AST, par contre. Oui, pardon. Alors, AST, c'est admission sur titre. Donc, en fait, je suis passée de l'université à l'école de commerce. Donc, qui dit école de commerce dit aussi payer ses études. Donc, non seulement il faut y entrer, il faut réussir à y entrer. Donc, on a des écrits, on a des oraux. Mais en plus, derrière, quand on a réussi les écrits, passé les oraux et on a été admis, derrière, il faut payer. Et j'ai pas choisi l'école de commerce la moins réputée. Je suis allée à l'EM Lyon, donc c'était 10 000 euros l'année. Voilà. Wow. Donc derrière, comment tu fais? Femme de ménage, maman. Donc du coup, merci la France et merci honnêtement les bourses, parce que donc j'ai toujours été boursière, mais en plus j'ai eu du coup une bourse spéciale de l'EM qui m'a permis de financer toutes mes études. Donc je n'ai pas payé 1 euro à l'EM, ni à l'IFM d'ailleurs. Et en fait, c'est parce que du coup, j'y suis allée en disant voilà, merci de m'avoir accepté, c'est super. J'ai fait la même chose à l'IFM parce que c'est aussi une école qui coûtait 15 000 euros à l'année. Je leur ai dit merci beaucoup de m'avoir prise. Je suis super contente, mais par contre, je peux pas payer l'année. Donc comment vous pouvez faire pour m'aider? Et du coup, ils ont sorti des bourses ici et là, et voilà. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai réussi à obtenir ces bourses-là qui m'ont permis de faire ces écoles. Et en fait, à chaque fois, je disais, ça devrait pas être un critère qui retient les personnes comme moi qui viennent de ZEP d'accéder à ce genre d'école. Et j'ai toujours dit ça, je le dirai toujours. Pour moi, une école de commerce, elle a évidemment c'est du business aussi, donc elle va avoir entre guillemets ses élèves clients qui vont payer, mais il faut qu'elle ait aussi ce côté plus fondation, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'écoles de commerce qui vont pouvoir aider en fait beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les moyens accéder à ces écoles de commerce, mais de pouvoir y accéder, parce que du coup c'est la diversité derrière qui arrive.
C'est pas juste une certaine classe sociale qui va venir, c'est plusieurs classes sociales qui vont se mélanger, qui vont créer plus de, tu vois, de créativité, tu vois, moi j'ai forcément ramené des choses qui ont. Mais d'ailleurs, tu sais, il y a des études, toutes les études, qu'on fait sur la gestion des entreprises, que ce soit juste le fait d'avoir une diversité de genre, autant de femmes que d'hommes, ou une diversité, je sais pas, ethnique, d'origine, sociale, c'est de prouver que les entreprises qui sont comme ça fonctionnent beaucoup mieux. Donc à un moment, il faut être réaliste et se dire, j'arrête de rester dans mon petit canal, mes rails tracés, et en fait, je vais mieux fonctionner. Mais du coup, oui, c'est vraiment important, je pense, quand on est en entreprise et même en école, de se rendre compte de la diversité. Et d'ailleurs, il y a un podcast que j'ai mis de côté que je vous partagerai, où c'est, je sais plus si c'est l'EM Lyon, faudra que je revérifie, où justement, mais c'est une grande école de commerce où ils parlent de cet aspect fondation et le fait, que oui, il y a des gens qui payent, mais il y a aussi des gens qui viennent parce que on les aide à venir, mais c'est nécessaire pour cette diversité, et qu'il y a aussi beaucoup d'anciens étudiants qui font des dons pour aider d'autres à pouvoir intégrer l'école. Aujourd'hui, c'est ça en fait le principe, c'est que du coup ceux qui ont été aidés, qui arrivent je suis encore un petit peu rattachée à l'EM Lyon parce que justement j'ai pu y accéder grâce à cette fondation, et aujourd'hui voilà, il est de mon devoir entre guillemets de réattribuer derrière pour pouvoir aider d'autres étudiants qui ne peuvent pas enfin tu vois, c'est un cercle vertueux quoi, tu accèdes à. Mais déjà juste de motiver aussi des personnes en témoignant à se bouger et à y aller, c'est déjà aussi génial. Des fois on a juste besoin d'entendre que c'est possible. Ouais, non, tout à fait. Et du coup, quand tu as été dans des écoles comme ça, comme l'EM Lyon, qui est une grosse école de commerce, et puis aussi l'IFM Paris, faut quand même le dire, l'IFM c'est l'Institut français de la mode à Paris, et même je pense dans le monde, on peut dire que c'est une des écoles de référence si vous voulez travailler dans le secteur de la mode. Est-ce que une fois que tu as été rentré et que tu as fait un peu le forcing, t'as été confronté, t'as senti des discriminations, tu vois, parce que c'est quand même des fois des publics, je dirais, assez homogènes, on va pas se mentir. Moi, j'ai fait des études aussi dans la com. Souvent, en France, j'étais la seule noire. Après, quand tu travailles dans les services communication, pareil, t'es la seule femme noire ou la seule personne noire du service. Sans que les gens soient racistes, est-ce que tu as déjà eu, tu vois, des trucs où tu dis, je dérange un petit peu? Ah oui, bien sûr. Déjà, ce qui est drôle, c'est que pour la petite histoire, à l'IFM, pour te dire le forcing que j'ai fait, quand j'ai postulé à l'Institut français de la mode, les candidatures étaient déjà fermées. J'ai postulé vraiment tard, mais c'est parce que j'ai appris très tard que je pouvais intégrer cette école. Et j'avais fait je te passe les détails, mais j'avais fait un projet justement entrepreneurial sur créer une boîte de consulting dans le luxe en fait, pour aider les maisons de luxe. Et dans ce cadre-là, un conseiller m'avait dit tu devrais faire l'IFM, tu vas voir, ça va t'ouvrir les portes. Et quand je les avais appelés, donc on m'a dit mais madame, les candidatures sont fermées là. En fait, pas du tout. Je me dis, est-ce que je peux quand même vous envoyer mon business plan et tout ce que j'ai fait et à quel point, je suis intéressée. Bref, j'avais envoyé mon gros business plan que j'avais fait à l'EM justement sur ce projet-là. Et je leur avais dit à l'oral, vraiment, je suis très intéressée pour intégrer cette école. J'espère vraiment qu'il peut y avoir encore une toute petite place pour moi. Et une semaine après, on m'a rappelé en me disant votre business plan est intéressant. Est-ce que, on va vous faire passer les écrits. Donc j'ai passé les écrits. Les candidatures étaient fermées. On était au mois de juin. On était fin juin, début juillet. Je débarque à Paris mi-août pour passer des entretiens oraux toute seule. C'est-à-dire il y avait personne avec moi. C'est-à-dire ils ont rouvert le truc pour que je passe des oraux à l'IFM au mi-août et que du coup évidemment j'ai passé mes euros, j'ai eu mes euros, et du coup pareil, je leur ai dit merci beaucoup, 15 000 euros je peux pas les payer, est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît pour payer les le ROI de la nana est totalement négatif. T'as intérêt à leur faire un don dans quelques années parce que tu leur as coûté hyper cher. La candidature la plus chère de l'histoire de l'IFM. Non mais c'est dingue, mais vraiment. Et puis du coup c'était la seule année, tu regarderas, c'était la seule année où il y avait 91 élèves. J'étais la 91e, c'était très drôle. Et en fait, c'est drôle, mais effectivement, j'étais la seule. Non, on était deux. Et d'ailleurs, c'est toujours une copine, Anissa. On était deux maghrébines. Et le reste, quand je te dis deux maghrébines, c'est sur 91 profil management à l'IFM c'était 2017, je crois. 2017-2018. On était deux maghrébines, un noir, il me semble. Et puis le reste, était des blancs. C'est hallucinant, mais c'est pas étonnant. Je sais pas comment dire. C'est révoltant plutôt. C'est révoltant, mais c'est pas étonnant. C'est tellement, on a envie de dire, tristement banal en fait. Alors que je suis sûre qu'il y a plein de talents qui mériteraient d'y être. Non, c'est ça.
Non, c'est tristement banal. C'est une très belle phrase. C'est ça en fait, c'est que ça devient. Tu vois, tu regardes je sais pas si tu as regardé le dernier fashion show avec Virgil Abloh, pas Virgil Abloh du coup. Abloh. Non, oui, comment il s'appelle? Pharrell Williams. Justement, petit lapsus. Pharrell Williams, à la fin, tu sais, ils se sont tous avancés à la fin du show. Du coup, Pharrell Williams s'est présenté, a remercié un peu tout le monde, le public, et toute son équipe derrière est arrivée. Oui, j'ai vu les critiques sur Internet. Ça m'a fait mal. Bah moi, je l'ai vu en live. Hein. Ça m'a vraiment fait mal. Hein. Et tu sais, vraiment, c'est ça, bah voilà. White people everywhere. Ouais. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres et malheureusement toute ma carrière, j'ai eu quand j'étais en France, j'ai eu ce truc-là de je suis la seule dans le luxe, je veux dire, je suis vraiment on n'est pas beaucoup hein. Ah ouais. Les noirs et les arabes, c'est des femmes de ménage et des gens de sécurité quoi. Tu vois. Ouais. Et tu vois, moi, je me rappelle, et pour préciser ou expliquer aux gens, moi, j'ai pas ce contexte-là parce que, enfin, comme je dis, j'ai eu un peu d'espèce de cheat code dans la vie. En fait, moi, j'ai été adoptée. Donc, j'ai 2 parents qui sont blancs français. Mon père, il était cadre sup à la SNCF. Ma mère, elle était institutrice. Donc, tu vois, pas du tout le même environnement, en fait, et un environnement carrément plus privilégié. Enfin, je sais que des fois, je dis ça aux gens, ils sourient, mais moi, je pense que j'ai des white privilèges de ouf. Enfin, on va se mentir, j'ai un prénom hyper francisé. Si je mets pas ma photo sur un CV, les gens au téléphone, ils savent pas que je suis noire. Donc ça aide, mine de rien, je pense. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut se battre. Pour autant, j'ai eu une personne, tu vois, c'était ma dermatologue qui avait fait des études, pareil, dermatologie, bac plus 12, choses comme ça, qui m'avait dit quand j'avais eu un rendez-vous avec elle, t'es une femme noire, il faudra que tu travailles plus que les autres pour être reconnue. Est-ce que tu as eu ce sentiment aussi toi, dans ta carrière de devoir prouver plus, de devoir faire plus pour rentrer chez Hermès où tu as travaillé, chez Aujar, chez Chopard? Oui, bien sûr. Ou c'est difficile parce que à chaque fois tu es confronté pourquoi, tu vois c'était ça, tu vois, j'étais entourée de white people. Et bien que j'ai adoré mes années, j'ai adoré mon équipe, j'ai adoré mon département. Vraiment, j'ai passé des super moments. Il y avait toujours ce truc en arrière-plan qui me disait, mais même moi, en plus, c'est ça qui est fou, c'est des fois, je me posais même la question, est-ce que vraiment I deserve it, tu vois? C'est fou, hein, espèce de complexe qu'est-ce que je fais là, enfin d'imposteur peut-être. Ouais, un petit peu. Et je combats énormément. J'essaie vraiment de combattre cette petite voix un petit peu intérieure qui me dit ça. Mais du coup, ça m'obligeait à chaque fois à rester plus tard ou à être beaucoup plus proactive. Tu sais, dans tous mes jobs et dans tous mes managers m'ont toujours dit t'es ultra proactive, c'est hyper rafraîchissant, c'est top. Et en fait, c'est parce que vraiment, je me dis, je suis obligée d'être comme ça. Mais c'était quand même apprécié. Les gens appréciaient cette proactivité. C'est ultra apprécié et c'est reconnu. Enfin, la plupart du temps, c'est quand même reconnu. Pour le coup, j'ai jamais vraiment eu à faire face à un management difficile, tu vois. Je regarde aussi dans le futur comment je vais aussi appréhender ces problématiques-là, tu sais. Est-ce que je vais me retrouver en face de 2 profils? Du coup, d'ailleurs, j'ai un autre sondage à passer. J'ai fait sur les discriminations. Donc, si vous voulez aller voter, allez-y. Est-ce que vous pensez que dans votre carrière, vous avez déjà subi des discriminations dans votre vie professionnelle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Moi, personnellement, je pense que j'en ai subi, mais c'était pas très flagrant. C'était assez insidieux. J'en ai aussi, je pense, eu des fois dans la vie personnelle. Mais pareil, c'était plus, tu vois, des gens surpris. Mais dans la vie pro, c'est vrai que dans la communication, on va dire hors du luxe, je pense que c'est peut-être un peu plus démocratisé, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, c'est peut-être que le luxe est un peu plus dans l'entre-soi. C'est totalement entre soi, hein, le luxe. Mais tu peux faire face aussi à des entreprises, genre, tu sais, en étant dans le milieu, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont dans le même milieu que moi et du coup on échange beaucoup sur nos expériences et j'ai entendu beaucoup d'histoires. C'est pas forcément que de la discrimination, ça peut être raciale, tu vois, ça peut être de la discrimination entre hommes et femmes, des gros écarts de salaire qui sont encore plus marquants, qui sont marquants déjà dans la vie, en général, mais dans le luxe qui sont encore plus marquants. T'as des parachutes un peu dorés où t'as des gens qui débarquent comme ça alors que
c'est parce que tu viens de la famille d'un tel ou d'un tel, bah du coup tu as ce privilège-là de venir et de Ça, je crois que c'est dans tous les secteurs aussi, ouais, pas que les non, fixes. non, c'est pas que le luxe, non, non, bien sûr, mais ouais, non, c'est un peu ça, c'est triste d'une certaine manière parce que du coup, ça te démotive et ça te démotive complètement en fait. Tu te dis, mais en fait, on est là pourquoi, tu vois, Mais du coup, je trouve que tu as quand même, enfin, vraiment arrivé à rester motivé parce que comme on regarde, voilà, enfin, Chaumet, Chopard, LV, Hermès, Audiard, c'est un très beau parcours. Et bah, comme tu as dit aussi, maintenant, tu es parti à Dubaï. C'est un pays qui est loin de la France encore aussi, comme le Canada. Pour aller sur ce sujet-là, sur tout ce qui est bah, au croisement du luxe, des discriminations. Comment tu vis l'expatriation à Dubaï? Quelle différence tu vois au niveau culturel avec la France, notamment au niveau professionnel? Enfin, ouais. quel changement t'as remarqué? Est-ce que c'est plus facile de travailler dans le luxe en étant maghrébine à Dubaï qu'en France? Parce qu'il y a quand même, on va pas se mentir, voilà, pour parler cash, il y a une proximité plus culturelle, Non, bien sûr. peut-être. Comme je l'ai dit au début, j'ai toujours eu cette appétence aussi pour l'étranger. J'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger. Je suis partie au Canada. J'ai fait quelques mois aussi en Corée du Sud dans le cadre de mes études. Et puis, je suis venue ici après à Dubaï. J'ai toujours eu cette envie d'étranger. Et en fait, à Dubaï, je me suis rendu compte très, très rapidement, dès ma première expérience chez Louis Vuitton, justement ici. Alors, pardon pour être un peu cru, mais les gens s'en contrebalance du fait que je sois maghrébine, mais vraiment. Et On te maghrébin. suit pas dans les magasins pour voir si tu vas voler. Exactement, genre vraiment pas. Et en fait, c'est tellement ici, c'est tellement un lieu melting pot où tu as absolument toutes les nationalités, toutes les religions, toutes les ethnies qui sont je dirais presque noyées, tu vois, dans cet amas de gens qui viennent pour travailler, pour trouver des opportunités, qu'en fait, ce n'est pas un sujet, c'est même pas un sujet, vraiment. Le Moyen-Orient en général, on a souvent cette idée de les femmes peuvent pas conduire, on doit mettre on doit mettre un voile. Vraiment, j'ai encore des gens qui me demandent ça, hein, qui me disent ça. Je veux dire, aujourd'hui, on en est à là. Et on en est Non, là. mais ça m'étonne pas. Enfin, les stéréotypes qu'on a, mais tous, hein, qu'on peut avoir avant de visiter un lieu ou de parler avec des gens. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens comme toi aussi qui témoignent de ce que c'est réellement. Oui, oui, réellement, au quotidien, à la plage, tu vas avoir une fille qui va être en burkini, juste à côté d'une fille qui va être en bikini, et personne ne va juger ni l'une ni l'autre. Les deux vont pas se juger entre elles. On en a rien à faire, vraiment. Et en fait, cet air frais de non-jugement, c'est ce qui m'a donné envie de venir ici, et c'est ce qui m'a donné envie de rester ici aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être à Dubaï, très heureuse de travailler là où je travaille et surtout d'avoir eu ces opportunités-là. J'ai eu une opportunité comme Ojar où on m'a donné d'ouvrir tout un marché européen. À mon âge, avec mon expérience, on ne me l'aurait jamais donné en France. Pour te dire, on m'a littéralement donné carte blanche sur l'ouverture des points de vente en Europe, pas juste en France, en Europe. J'avais même pas 30 ans, j'avais 26 ans. Pour te dire, on ne voit pas du tout les expériences et l'âge ici, on voit surtout qu'est-ce que tu vas apporter, qu'est-ce que tu nous apportes. Même si tu as 25 ans ou 26 ans, qu'est-ce que tu nous apportes? Parce que quelqu'un qui a 40 ans qui peut pas faire la moitié de ce que je fais à 26, enfin what's the point quoi. Et puis la motivation aussi, est-ce que ça compte? Parce que typiquement, tu sais qu'il y a une entreprise en France, j'avais fait un entretien et en gros, ils m'ont fait comprendre qu'ils pouvaient pas me prendre parce qu'en fait, j'étais un peu trop motivée, trop à fond et ils m'ont dit non, mais ça va pas matcher avec... c'est le plus gros what the fuck de ma carrière. Ah bah je comprends. Oh, je peux comprendre. Non, vraiment. Honnêtement, j'étais choquée. Ouais, non, ça m'étonne même pas, tu vois. Ici, c'est pas le cas. Ici, on te prend pour pour ton savoir-faire, ton savoir-être, comment tu es, comment tu te comportes. Et évidemment, on va voir tes expériences. Enfin, tu vas pas être prise alors que tu vois, en tout cas, tu vas commencer stagiaire, mais on donne beaucoup plus la chance à des. Mais si tu fais tes preuves, ça va plus vite. Tu trouves que Ouais, bien sûr. Et ça peut aller très vite. Non, ça peut aller très très vite. J'ai des exemples d'amis qui ont des augmentations et surtout des positions en moins d'un an, en 10 mois, en un an et demi. Tu vois, quand en France tu peux rester 5 ans facilement, 6 ans à la même position, au même taf et c'est normal, tu vois. Alors qu'ici, non. Ouais.
Donc non, et aussi parce qu'il y a ce truc de, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui partent. Ça reste un hub, tu sais. Donc, et est-ce que tu as noté, pardon, non, est-ce que tu as noté d'autres, par exemple, tu vois, pour revenir à la communication, dans la façon de faire ton métier, est-ce que tu as noté des différences, justement, dues à la culture, entre Dubaï et la France ou même le Canada? Dans le post d'intro du canal Telegram, j'ai bien précisé que moi, la culture que je partageais, c'est de la culture G d'un point de vue français. Et c'est important, je trouve, de pas être ethnocentré, parce que c'est vrai qu'on voit le monde depuis où on est, en fait. On explore le monde et on analyse le monde depuis notre expérience culturelle. Qu'est-ce que tu as noté de différent sur le marketing, la communication? Ici ou dans les différentes expatriations que tu as pu avoir, des choses qui t'ont marqué et tu te dis je vais le garder en tête pour ma carrière en tant que communicante, parce que le marketing ça reste de la communication. Bien sûr, le plus grand learning, c'est vraiment l'ouverture d'esprit en fait, de pas croire que en tant que marketeur, en tant que communicant, pas croire que tu détiens la vérité et ce que tu penses est la vérité est vrai pour tout le monde, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là que j'ai appris, adaptabilité en fonction de là où tu es et des différentes coutumes de tel ou tel pays. Par exemple, très bêtement, un Coréen du sud, même du nord, mais en tout cas un Coréen va pas pas trop le droit au marketing, je pense. Pour ça. Non, je disais un Coréen du Sud va pas forcément avoir les mêmes habitudes de consommation que un Français ou qu'un Canadien ou qu'un Émirati. Ici, par exemple, les habitudes de consommation sont c'est le capitalisme à outrance. Tu as des malls partout, donc t'as une communication qui est assez agressive. Versus par exemple le Canada où tu vas avoir une communication qui va être un peu plus slow fashion, tu vois, doux, sustainability. Je dis pas qu'ici c'est pas le cas, hein. Bien sûr ici tu as aussi commence à avoir tout ce ça vient doucement peut-être. Ça vient doucement. Non, ça vient, mais ça vient clairement, c'est là, mais ça rentre plus difficilement dans les mœurs. Et aussi, il faut le comprendre, hein, c'est un pays qui a entre 50 et 60 ans. Hein, ça n'a rien à voir avec le Canada, rien à voir avec la France, tu vois. Et c'est siècles de consommation et de capitalisme, si tu veux. Donc c'est très différent. Mais effectivement, le gros sujet pour moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment l'ouverture d'esprit et arriver à s'adapter à son environnement. C'est très logique. Hein. Enfin, ça a l'air bête comme le monde de dire ça, mais c'est pas appliqué. C'est très souvent pas ou mal appliqué. Je me rends compte. Donc, tu vois, je dirais ça. Ok, d'accord. Non, mais c'est intéressant de se dire que des fois, il y a des choses, on pourrait dire c'est logique, mais c'est en partant qu'on se rend compte de l'importance de la chose vraiment, quoi. Ok. Et petite question du coup pour revenir aussi à la culture G. Donc ce soit en arrivant dans tes expatriations et aussi dans les écoles que tu as fait, qui sont quand même des écoles de très haut niveau et où on le disait, il y a une espèce d'entre-soi très occidental blanc. Est-ce que tu as remarqué par rapport à quand tu étais à Bourg-en-Velin en fait qu'il a fallu que tu fasses un travail d'acculturation aussi, parce qu'on sait que le luxe, c'est des codes. On dit, il y a les codes du beau, il y a les codes du travail, mais est-ce qu'aussi, il y a peut-être des codes de savoir-être, de savoir-vivre, des choses, en fait, qui toute cette culture générale, intangible, qu'on peut pas toucher, mais qu'on a besoin d'apprendre. Enfin, comment t'as fait? Est-ce que à quel moment tu t'en es rendu compte? Je pense que ça fait partie, c'est une certaine intelligence émotionnelle, c'est-à-dire arriver à comprendre l'autre pour comprendre les codes, parce que effectivement c'est pas des codes, les codes du luxe, il y a vraiment des codes, il y a vraiment une manière de se comporter, il y a une certaine discrétion à avoir, comme je t'ai dit, il y a de l'exigence, il y a de la patience à avoir, et en fait c'est tout des, comme tu dis, c'est intangible, c'est des codes qu'il faut avoir dès les premières minutes de l'entretien que tu vas passer pour pouvoir avoir tel ou tel poste, tu vois. C'est-à-dire ça se voit tout de suite si tu as ces codes ou pas. Et en fait, heureusement, j'ai cette faculté-là à très vite comprendre l'environnement dans lequel je me trouve, et je pense que c'est aussi le fait d'être partie très tôt et d'avoir connu d'autres choses que ma France et mon environnement. Ça m'a permis quand même de très vite comprendre que voilà, on n'est pas les seuls dans ce monde-là. Et en fait, oui, il faut s'adapter parce que sinon, ça passe pas. Tout simplement, tu vas juste pas réussir à décrocher le deuxième entretien.
C'est bête, c'est méchant, mais il y a vraiment des codes à avoir. Il y a vraiment une posture à avoir, une manière de parler. Quand tu dis posture, c'est posture physique ou ça va être posture intellectuelle Non, alors un peu des deux, mais surtout physique. Là, vraiment, je te parle du B.A.-ba, quoi. Le B.A.-ba tu fais luxe, tu ne fais pas luxe. Vraiment. Okay. Et c'est bête et méchant. C'est-à-dire, et pourtant, c'est des choses qui peuvent s'appliquer aussi quand tu vas postuler pour de la finance ou quand tu vas postuler pour évidemment d'autres industries. Mais dans le luxe, c'est particulièrement scruté, regardé, détaillé, analysé, jugé. Ouais. Je me rappelle d'un moment où je discutais avec une personne, on était plusieurs jeunes communicants et on m'avait raconté l'histoire d'une nana, alors je dirais pas le nom de l'entreprise, mais c'est un grand industriel de la beauté française qui se serait fait recaler parce qu'à l'entretien, elle avait pas la bonne couleur de vernis à ongles. Moi, j'avais trouvé ça hallucinant. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est plausible? Est-ce que ça va jusqu'à là, ce sens du détail, ou est-ce que ce serait totalement exagéré? Non, alors je pense pas que ce soit clairement que ça. C'est sûr que si c'est une personne qui devait être prise et qui avait toutes les compétences, il l'aurait prise. Mais par contre, ça a clairement été un élément. Je te dis, vraiment pour aussi entendre des feedbacks d'entretien de telle ou telle personne dans telle ou telle maison. C'est tout à fait une chose ça ne m'étonne pas du tout. Je dis, pour des fossiles, tu peux te faire recaler aussi. Fossile, c'est pas, tu vois, c'est pas élégant, c'est pas. Enfin, vraiment, il y a une grosse part de jugement dans cette industrie-là. C'est une industrie qui est difficile parce que tu dois rentrer dans ces cases-là. Et si tu rentres pas dans ces cases-là ou dans ce cadre-là, du coup, tu ne rentreras pas dans ce monde-là. C'est un monde qui est tellement petit, c'est microscopique, vraiment. Et pourtant, ça fait des milliards et des milliards de chiffres d'affaires, mais ça génère, des milliards et des milliards. Mais voilà, il faut que tu acceptes de faire telle ou telle chose ou d'avoir tel ou tel code, et sinon tu n'en feras pas. Je pense que comme toutes les industries et tous les secteurs, il y a des codes. On va dire que dans le luxe, c'est vraiment très exacerbé et poussé à fond. Du coup, si tu avais peut-être 2 ou 3 conseils à donner à des gens qui veulent aller travailler dans le secteur du luxe, quelles sont peut-être des compétences à développer, des savoir-être à développer? Pour moi, il faut pas se dire que je veux travailler dans le luxe parce que j'aime bien acheter des choses qui coûtent cher. Ou tu vois, c'est con ce que je dis, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que travailler dans le luxe et consommer luxe, ce n'est pas pareil. C'est très très différent. Je préfère consommer luxe. Voilà, c'est ça. Tu peux très bien consommer luxe, mais pas travailler dans le luxe, et tu peux très bien inversement travailler dans le luxe, mais pas consommer le luxe. C'est parce que tu vois, je suis pas grosse consommatrice de luxe, et pourtant j'adore ça. Mais je consomme pas autant que je pourrais, si tu veux. Donc je dirais le première chose, c'est vraiment de se re-questionner, de se dire est-ce que vraiment c'est une passion, est-ce que vraiment j'aime les belles choses, est-ce que vraiment j'ai envie tous les jours d'être confrontée à des problématiques, parce que tu vas en avoir qui ne vont absolument pas sauver la face du monde. C'est-à-dire, est-ce que je suis prête à avoir des débats sur telle ou telle couleur de jupe, tendance ou pas tendance pour l'année 2023? Parce que là, je dis ça vraiment des exemples très concrets de débats que tu pourrais typiquement avoir, qui vont où très souvent tu vas te dire ça va, on n'est pas des docteurs, on n'est pas en train de sauver des vies, mais en même temps, c'est des vrais débats. Et donc il faut prendre part, et du coup il faut vraiment se poser ces questions-là. Est-ce que je suis prêt, ou est-ce que très vite ça va m'énerver et en fait je vais pas y arriver, et du coup en fait je suis pas fait pour ce monde-là. Donc tu vois, il y a déjà cette première introspection. Voilà, est-ce que vraiment je peux parler luxe, je peux débattre sur telle ou telle couleur ou telle forme de sac ou de je ne sais quoi. Première chose. Ensuite, je pense qu'effectivement, il y a vraiment des compétences à développer aujourd'hui dans le luxe qui manquent, qui sont très liées à des compétences digitales, des compétences d'omnicanalité, tu vois, de tout ce qui est e-commerce, toutes ces compétences-là qui aujourd'hui manquent cruellement dans le luxe, qui existent évidemment ailleurs, mais qui aujourd'hui sont pas forcément encore ancrées dans toutes les maisons de luxe, mais qui sont de plus en plus en demande de ces compétences-là. Donc, aller chercher des compétences qui n'existent pas. Par exemple, quelqu'un qui fait du marketing et de la communication, c'est tarte à la crème, tu vois.
C'est très difficile du coup de tirer son épingle du jeu. Mais par contre, si tu dis que t'as déjà fait un site internet, que tu sais faire tu vois, que t'as vendu des choses sur internet, que t'as fait du dropshipping ou je ne sais quoi, avoir un peu des compétences particulières et ça peut aider. Voilà, ça peut. Et faire pour un peu autant, le dropshipping, ça peut être perçu comme la chose archi anti-luxe. Et tu penses que c'est des compétences qui peuvent intéresser des maisons de luxe? Typiquement, moi, je te dis ça parce que j'en ai fait et que du coup, j'en ai parlé et ça a été quelque chose d'intéressant. En fait, ce qui les intéresse, c'est pas forcément ce que tu as vendu, mais c'est comment tu es arrivé à là. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Comment t'en es arrivé à là? Quelles compétences tu as développées du coup pour arriver à vendre sur Internet des choses qui coûtent 2 euros, à les revendre à 10 ou 20 ou 30 euros, tu vois? Comment? Pourquoi? Tu vois. Et donc oui, après le produit en lui-même, de toute façon, tu n'entres pas en collision, en compétition avec eux dans tous les cas. Oui. Tu n'es pas dans leur vision dans tous les cas. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose que de développer ce type de compétences-là, bien au contraire. Et puis surtout, en fait, c'est ça, c'est vraiment avoir beaucoup de culture générale, avoir pas non seulement dans le luxe, mais pas que, parce que tu as beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, enfin, qui sont dans le monde du luxe, mais qui ont très peu de connaissances sur les groupes, les différents groupes, qui a racheté qui Il n'y a pas besoin de connaître toute l'histoire de LVMH, Louis Vuitton, Chaumet, toutes les marques pour se dire je vais arriver à décrocher un poste dans une maison de luxe. Surtout pas. Moi, je dirais ne pas perdre trop de temps dans ces recherches-là. Je veux dire, quand on rentre dans un entretien et qu'on veut préparer l'entretien, je conseillerais vraiment de pas trop s'attarder sur les recherches de telle ou telle marque, son histoire, parce que de toute façon, quand tu seras à l'intérieur de cette marque, tu comprendras son histoire beaucoup plus facilement que si tu es à l'extérieur et tu comprendras tous les rouages. Et donc, c'est pas quelque chose qui est demandé. Par contre, d'avoir une vue générale évidemment des différents acteurs du luxe, c'est très intéressant. De connaître un peu comme je te disais, les différents mouvements, parce qu'il y a beaucoup de mouvements aussi dans le luxe. Qui a racheté qui? Tiffany a été racheté par tel. Enfin, tu vois. Là, j'ai vu qu'à Gucci, je crois que c'est Kering, t'as beaucoup bougé, par exemple, dernièrement. Enfin, c'est pas un truc qui m'intéresse à fond, mais j'ai vu qu'à voir sur LinkedIn, voilà, il y a eu des mouvements de telle et telle maison, et des choses à suivre. C'est ça, exactement. Donc ça, il faut y être attaché, il faut comprendre, faut l'avoir en tête. Mais on va pas venir te chercher pour est-ce que tu connais l'histoire de Chopard, est-ce que tu connais l'histoire? Non, pas du tout. Donc non, je dirais, et vraiment bosser son entretien de son premier entretien, parce que encore une fois, je reviens à la même chose, c'est les codes, il faut dès la première seconde les avoir, parce que dès la première seconde, t'es jugé. C'est vraiment, c'est exacerbé au possible et c'est une réalité. Et beaucoup de gens, malheureusement, c'est pour ça que beaucoup de personnes aussi qui viennent des milieux un peu comme le mien, qui n'ont jamais eu ces codes-là, échouent très vite dès les premiers entretiens, parce que justement, ils n'ont pas forcément en tête ces codes-là, qui sont pas des codes que on connaît, et du coup, qui doivent, faut vraiment les intégrer, les apprendre, et puis en user au maximum pour pouvoir se fondre dans la masse tu vois. Mais c'est un peu difficile parce qu'il faut d'un côté arriver à se fondre dans la masse et de l'autre se démarquer aussi par des compétences et comme je disais, une motivation et la fin d'aller chercher toujours plus. Donc la dualité est un équilibre fin, quoi. La ligne est très fine. Tu sais, la ligne est très fine. Dans le luxe, entre guillemets, les grandes gueules ou les personnes qui, comme toi et moi, nous met dedans, aimons beaucoup nous battre ce qu'on pense être vrai et surtout ce qu'on pense juste. Alors attention, dans le luxe vraiment faut arriver à justement, c'est pour ça que je te dis il y a une certaine faut savoir le bon moment où tu vas le faire avec la bonne personne. Voilà, c'est ça. Alors c'est ça exactement, il y a beaucoup de discrétion, faut vraiment, surtout dans la joaillerie, dans l'horlogerie aujourd'hui, j'en prends conscience, faut vraiment faire très attention à ce que tu dis et puis surtout pas avoir le mot de trop ou la parole de trop parce que très vite en fait tu vas être, c'est fou hein, mais c'est comme une traînée de poudre quoi. Tu vas être c'est pour ça que tu t'es remis à la gym pour extérioriser l'énergie. Tout à fait. Que je ne peux pas extérioriser en journée. Quand on a préparé donc l'entretien, tu me disais que, j'ai vu sur ton profil LinkedIn, tu avais passé quelques années dans un conseil général de jeunes. Et moi, je sais que quand j'étais en primaire, j'ai passé aussi un an, je crois, c'était ça, un an et demi, dans le conseil municipal des jeunes de ma ville. Et c'est vrai que j'en garde une super bonne expérience parce que tu rencontres plein d'autres gens, tu fais des activités en fait
que tu imaginais même pas. Moi, je me rappelle, on avait des cours de radio, et tu sais, à l'époque, c'était encore la radio avec les bandes. Donc, on était allé interviewer des bandes, on avait des bandes, et il fallait qu'on découpe les bandes, on avait un appareil pour les coller. Enfin, le truc qui n'existe mais plus du tout. Enfin, et tu vois des choses, et quand on parle du coup après avec des gens plus âgés, ils disent, mais t'as connu ça? Enfin, c'est incroyable. Donc, est-ce que c'était une expérience, par exemple, comme tu disais, qui t'a appris à sortir de ton milieu? Ah mais pour moi c'est même pire que ça. Pour moi ça a été un tournant dans ma vie, si tu veux. Comme je t'ai dit, j'étais dans ma petite ville, dans mon petit quotidien avec tout cet environnement un petit peu. Donc alors déjà pour resituer, donc effectivement moi aussi j'ai été au Conseil général des jeunes, mais par contre j'étais sur un mandat de 3 ans. Donc pendant 3 ans, tous les mercredis après-midi, j'allais siéger au Conseil général du Rhône à l'époque, c'était Et donc déjà c'est un engagement, 3 ans tous les mercredis. Enfin, c'est tous les mercredis matin. Ouais, tous les mercredis après-midi, j'avais une petite voiture qui venait me chercher à la maison et qui m'amenait, et puis après qui me ramenait. Ah non, c'était grand luxe, hein. Une petite Mercedes. Et donc c'était un engagement évidemment. Et donc moi j'étais sur des sujets environnementaux, mais chacun avait des sujets un peu différents. Et en fait, ça a été c'était au collège, hein, j'étais au collège. Ça a été j'étais très jeune à cette époque-là pour m'engager. Mais j'ai toujours été un peu engagée. J'ai toujours été, tu sais, la déléguée de classe. Donc j'ai toujours eu ce truc-là d'engagement, de représentation envers mes collègues et élèves, collègues élèves. Et du coup, pour moi, ça a été, comme je te dis, ça a été un turning point vraiment parce que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un autre univers, qu'il y avait un autre monde. Encore une fois, hein, Tremblant, c'était pas la seule chose à Lyon. Ouais, le centre de Lyon. J'étais, tu vois, à l'une des plus hautes instances régionales. Je siégeais avec d'autres étudiants avec d'autres élèves collégiens qui venaient de lycées, de centre-ville, Victor Hugo. Enfin, tu vois, toutes ces grandes, avec des grandes ambitions. Moi, j'étais là. Ah oui, d'accord. En fait, il y a ce monde-là aussi. Il y a ces ambitieux là. Tu vois, il faut que je me rattrape là. Même en tant que collégienne, tu vois, genre à ce moment-là, j'avais de l'ambition. Bon, j'avais de l'ambition pour la politique. À ce moment-là, j'avais vraiment cette envie d'être. J'étais politisée. J'avais vraiment, j'étais très engagée. C'était un peu aussi. Collège. Ouais, non, il y avait ce truc-là aussi d'engagement politique. Et du coup, bon, il y a eu pas mal de choses aussi après qui sont arrivées. Et du coup, je m'en suis un peu détachée. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a vraiment permis d'avoir une voix, d'avoir confiance en la voix que j'avais. Et puis, mine de rien, bah, tu vois, après, tout s'enchaîne. Tu vois, donc de là, je me suis dit, bah en fait, si j'ai accès à ce genre d'instance, bah, je pense que je peux faire aussi une université, mais je peux faire aussi une école de commerce, mais je peux faire aussi l'IFM. Mais attends, je peux aller aussi travailler à l'étranger. Attends, je peux aussi aller travailler à l'étranger dans le luxe. Tu vois, vraiment le truc difficile. Déjà que c'est difficile. Non, mais c'est les roues qui s'enchaînent et tout qui avance. Et après, voilà, il faut quand même la force de travailler et réussir l'IFM et réussir le M Lyon. Mais c'est vrai que c'est intéressant Donc, en gros, si on pouvait donner un conseil aux gens, si c'est trop tard pour nous, à notre âge, de faire des conseils généraux de jeunes, parce que ça existe toujours, on peut conseiller à nos petits frères, nos petites sœurs, nos petits cousins, nos petites cousines d'y aller, de s'engager, parce que ça ouvre une porte mentale vers une ambition qui ne s'arrêtera plus, quoi. Totalement. Ok, bah écoute, c'est énorme, mais c'est une bonne chose parce que je voulais parler de cette expérience-là parce que je sais que moi, je me rappelle quand je m'étais inscrite, il y avait des jeunes qui étaient comme moi, qui voulaient vraiment y aller, puis il y en avait d'autres, c'était ouais, le truc un peu has-been, donc c'est quand même intéressant de voir ce que ça ouvre en termes de perspective, quoi. Totalement. Non, c'est tout. Encore une fois, on en revient au même. C'est acquérir une ouverture d'esprit pour pouvoir derrière communiquer de manière juste, quoi. Et du coup, si on revient au sujet du canal, la culture G, est-ce que tu as des sujets de prédilection, de curiosité? Est-ce que souvent, moi, je sais que j'aime bien la culture, j'appelle ça la culture G, mais pour moi, c'est juste de la curiosité sur ce qui se passe dans le monde. À quoi tu t'intéresses, en fait? Et quels sont les centres d'intérêt qui, pour toi, t'ont permis d'être plus performante professionnellement aussi? Encore une fois, dans toute cette démarche d'aimer, d'appétence pour le beau et l'élégant, il y a beaucoup l'art. Alors, je vais pas te dire, j'adore l'impressionnisme, j'adore Monet, non. C'est plus, tu vois, le sens du détail, les beaux objets, les belles lignes, les belles formes. Dans le design d'intérieur, par exemple, j'aime beaucoup le design d'intérieur. J'adore décorer mon chez moi et le chez soi des copains à moi, des amis à moi. Et je trouve qu'en fait, mine de rien,
ça te permet d'avoir une grosse créativité, une grosse base de créativité que tu peux derrière développer. Par exemple, quand tu fais une communication, quand tu veux faire, tu sais, moi dans mon travail, j'ai un gros aspect créatif aussi. De par les réseaux sociaux par exemple, du coup faut trouver des moyens d'être différent, de donner envie, de voir la vidéo, comment tu peux trouver un angle différent pour que la vidéo elle soit plus attractive, plus visuelle, plus belle et tout. Donc tout ça je m'enrichis de ces choses-là, de ce type que ce soit l'architecture d'intérieur comme je t'ai dit ou l'art de manière générale, pas forcément que l'art tu vois, la peinture mais la sculpture, tout ça, ça me et mine de rien, désolée, je rebondis sur ça aussi en disant que c'est pas parce que je me suis expatriée que du coup je suis venue dans un pays où techniquement on se dirait qu'il n'y a pas de musée et du coup c'est pas intéressant, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de musée, c'est complètement faux. Il y a vraiment une culture très riche ici, mais c'est juste une culture qui est différente de la nôtre et du coup il faut la comprendre en fait. Mais c'est très intéressant parce que je lisais un livre justement, tu sais, les petits trucs genre en question-réponse sur Dubaï, et le mec expliquait qu'en gros les pays du Moyen-Orient et des Émirats Arabes Unis, bon c'était sympa mais qu'ils n'avaient pas une culture hyper ouf. Si t'allais sur place, qu'il n'y avait pas grand-chose à voir, c'est quand même des populations qui sont là depuis longtemps, enfin. Il y a une très grosse, non mais complètement, il y a une très grosse culture justement de nomadisme, en fait, chez nous, on irait par exemple à la campagne, tu vois, on irait à la campagne pour se ressourcer ou whatever, tu vois, pour faire une activité un peu extérieure, ou on irait aller visiter des châteaux. Tu vois, par exemple, ici au Moyen-Orient, ils vont dans le désert. Il y a une vraie culture du désert, tu sais, de la randonnée, non, comment tu dis ça? Nomadisme. Camping, voilà, du camping, nomadisme. Qu'est-ce que tu vas trouver dans le désert? Mais ce que je veux dire, c'est que l'accès à la culture en France, c'est très facilité parce qu'évidemment, il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup d'espaces où tu peux pleinement jouir de la culture, pas juste française, mais voilà. Ici, en fait, elle est moins accessible, mais elle est pas inexistante, en fait. Elle est juste moins accessible et il faut juste se creuser un peu plus la tête, se motiver un peu plus pour aller la trouver, mais elle existe. En Arabie Saoudite, là, ça fait 2 ans, je crois, l'Arabie Saoudite s'ouvre de plus en plus. Ça, c'est une première chose. Il y a un projet 2030 pour l'Arabie Saoudite qui a comme ambition de compete avec le mode de vie Dubaï, tu vois, UAE, Emirati. Donc c'est dire l'ambition. Et en fait, depuis 2 ans, il y a un gros festival, Nour Festival. En fait, c'est un festival de culture. Et du coup, ils invitent pas juste évidemment du GCC countries, donc du Moyen-Orient, mais partout dans le monde, en fait, ils vont inviter des artistes, des artistes peintres, des chorégraphes, tu vois, tout type d'artistes pour genre une dizaine ou une quinzaine de jours de festivités pour montrer la culture saoudienne, voilà ce qu'on. Donc il y a vraiment une culture riche, on fait l'effort d'aller chercher où elle est. C'est ça. Et en fait, il faut juste faire l'effort. Exactement, il faut juste faire l'effort. J'ai l'impression qu'en France, c'est aussi un peu pareil parce que si t'es pas quelqu'un qui est né dans une famille qui va t'amener en fait vers la culture et dans les musées, t'as des gens qui peuvent passer une vie entière sans mettre un pied au musée. Et typiquement, je pense que moi, mon cas personnel, d'avoir une mère enseignante qui elle-même déjà allait dans des musées, dans des concerts, c'est des bénéfiques. Et j'ai des amis. Je me rappelle, je les avais emmenés au musée, ils avaient la vingtaine, au début ils me disaient ouais, bof et tout. J'ai trouvé des expos qui étaient un peu décalés et ils ont appris à aimer en fait. Donc même si c'est une œuvre culturelle assez facile, gratuite, c'est pas forcément pour ça que tout le monde y va. Il faut aussi avoir cette envie et cette curiosité que toi t'as qui te nourrit donc. Ah complètement, non, totalement. Et normalement c'est aussi le rôle aussi des écoles que ce soit quand tu es au collège ou au lycée ou même un peu moins, mais un peu à l'université, l'idée c'est aussi de donner cette envie-là, tu vois, par les groupes de classe. Tu sais, moi j'ai fait du théâtre aussi quand j'étais au lycée, donc ça m'a permis d'aller au théâtre, tu vois, quelque chose que j'aurais jamais fait, ma mère m'aurait jamais amené au théâtre. Donc, tu vois, il faut avoir la volonté et l'envie aussi d'aller chercher d'autres sources d'inspiration, parce qu'en fait, au final, tu sais ce que c'est tout ça, c'est des sources d'inspiration pour après derrière. Soit t'aider à travailler, à performer, ou alors juste pour ton bien-être, tu vois, pour te dire, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, tout simplement, tu vois. Non, mais c'est intéressant cette idée, en tout cas, que travailler sa créativité par les passions qu'on a, ça peut aussi aider, comme tu disais, simplement à faire des meilleures campagnes, à être plus performant dans le marketing, et c'est là où on voit que tout est lié au niveau professionnel et personnel. Quoi.
Ouais, complètement. Pour finir rapidement, parce que du coup, on arrive bientôt vers 20 heures françaises et donc 22 heures heure de Dubaï. Est-ce que t'as donné des petits conseils pour réussir dans le luxe? Est-ce que t'as des conseils pour réussir son expatriation? Comme t'as été, on le rappelle, au Canada, en Corée du Sud et maintenant à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Quels conseils tu donnerais si t'as 3 conseils à donner aux gens pour réussir leur expatriation? Déjà, c'est de vraiment essayer au plus possible de venir sans a priori sur le pays, même si c'est difficile, je sais, mais vraiment essayer de venir avec un peu un œil curieux, mais pas judgmental en fait, pas avoir un gros jugement sur le pays ou là où on va arriver. Bon, en général, vouloir s'expatrier, c'est déjà en soi une démarche motivante, tu vois, parce qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment de venir sans a priori, en se disant bon, allez, let's go. Je vais découvrir un nouvel univers, je vais découvrir des nouvelles façons de travailler ou une nouvelle façon de vivre, et on va voir si ça me convient ou pas. Après, pour des questions, pour des conseils un peu plus pratico-pratiques, je dirais que réussir une expatriation, c'est venir pouvoir réussir une expatriation, c'est s'expatrier en ayant un objectif clair et précis en tête. De pas venir en se disant bon bah écoute, on verra, je vais peut-être trouver du travail ici, si je trouve pas, je rentre. C'est difficile, je trouve que c'est très difficile en fait de maintenir un niveau de motivation quand t'as pas un objectif qui est clairement défini. Tu vois, moi par exemple, mon objectif, il était clair et net. Après ma première expérience ici à Dubaï avec Louis Vuitton, c'était je vais revenir à Dubaï. C'est clair et net. Je vais trouver un poste. Maintenant, comment je vais y arriver? Voilà, comment je vais faire? C'est le chemin que je vais parcourir. Et ça m'a pris quand même 3 ans, tu vois, pour revenir ici, sachant que je voulais revenir. Je suis revenue par l'intermédiaire d'une entreprise qui voulait que je travaille en France à la base, pour te dire. donc voilà, j'ai fait un espèce de donc déjà voilà, avoir un objectif clair et précis. Mais c'est pas faute d'être venu plusieurs fois à Dubaï tu sais, il faut s'en donner les moyens, tu vois, genre je suis venue quand même 4 fois à Dubaï, 3 ou 4 fois à Dubaï en 3 ans, pour passer des entretiens précis, j'avais des vrais entretiens avec des vraies personnes pour justement des postes que j'ai pas décroché au final, mais voilà, j'y suis allée, je m'en suis donné les moyens, je suis revenue. Covid est arrivé à ce moment-là, donc malheureusement ça a stoppé beaucoup de choses, mais voilà, pas pour un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui je suis ici et confortable. Mais voilà, je dirais avoir un objectif clair et précis, de venir sans jugement. Et puis surtout, troisième conseil, c'est de faire attention à pas si tu viens en couple ou même si tu viens tout seul, faire attention à pas se recroqueviller sur soi-même, tu sais. Réussir son expatriation, c'est aussi créer des nouveaux liens sociaux, tu vois, des affectifs. L'erreur à pas faire, c'est de traîner qu'avec des Français, quoi. Alors, ouais. Alors, oui et non, parce que je veux pas te mentir, je traîne qu'avec des Français ici. Mais ce que je veux dire, c'est que, je veux pas mentir. Je traîne qu'avec des Français ici, mais c'est des gens nouveaux, entre guillemets. C'est pas des Français qui restent dans leur coin et qui ne veulent rien voir d'autre. Non, pas du tout. Non. C'est des Français aussi ouverts d'esprit. En fait, c'est difficile de pas Quand je suis arrivée à Dubaï, évidemment, le premier truc que je me suis dit, Adia, pas de français. Essaye un maximum d'être avec des étrangers, rencontre des Émiratis. Bien sûr, j'ai des amis qui ne sont pas français. J'ai des amis libanais, j'ai des amis émiratis, des amis syriens, mais c'est pas ceux avec qui je vais passer tous mes week-ends, tu vois. Ça va être des amis que je vais voir de temps en temps, que j'ai rencontrés via le travail ou via des amis, des rencontres, voilà, d'amis. Parce que ici à Dubaï, on en fait beaucoup, évidemment. On n'est pas chez nous, donc qu'est-ce qu'on fait souvent? On essaye de sortir, faire des beach clubs, aller dans des boat parties pour rencontrer du monde. Il y a un vrai sens du networking quand même quand tu t'expatries, d'aller rencontrer d'autres gens. Et surtout, ça, c'est un conseil, c'est vraiment y aller, ne pas avoir peur, parce que les gens en face de toi vont aussi vouloir te rencontrer. Donc il va pas y avoir de jugement, tu vois, genre t'es tout seul, je vais pas te voir. Non, pas du tout. Le pendant, c'est que du coup, parce que je suis française, j'ai aussi envie de retrouver ce chez moi là. Et en fait, ce chez moi, je le retrouve chez les autres qui sont aussi français, qui me comprennent, avec qui on a la même culture. On a partagé les mêmes années quand on était jeunes, on a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes musiques, les mêmes références, tu vois. Même références culturelles, quoi. Ouais. C'est ça, la même référence culturelle. Donc forcément, au bout d'un moment, du coup, les week-ends, t'adores les passer avec eux parce que voilà. Parce qu'il faut savoir qu'au travail, t'es souvent pas avec des Français, donc
Donc, même si c'est dans le luxe, encore une fois, ici, il y a quand même beaucoup de Français. Mais voilà, je dirais, voilà, de surtout ne pas se recroqueviller sur soi-même et essayer un maximum de rencontrer des gens. Il y a plein de moyens. Il y a souvent, t'as à chaque fois des comment dire, sur Facebook, des groupes de rencontres d'expatriés, bon, que ce soit français, anglais, whatever, tu vois. Et du coup, t'as des meet and greet énormément. Voilà, c'est vraiment de pas hésiter à les faire, quoi. Pas hésiter à y aller, pas hésiter à se dire, voilà, maintenant je suis dans un nouveau monde, il faut que je me crée des nouveaux amis. Pour la réussite de l'expatriation, c'est des bons conseils, en tout cas, pour aider les gens à s'expatrier. Du coup, je me relis le troisième sondage, justement, sur partir en expatriation professionnelle sur un autre continent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas, le fait de partir en expatriation? Moi, personnellement, je suis le genre de personne qui, on a déjà discuté, j'aime pas trop voyager. Je suis partie casanière. Peut-être un jour, on verra, mais pour l'instant, non, pas trop. Mais voilà, j'ai un petit sondage si, voilà, savoir si l'expatriation sur un autre continent, c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout. Pour finir, est-ce que tu as des choses à recommander, tu vois, pour aider les gens justement à développer une culture générale, que ce soit vraiment totalement général ou dans ton domaine de prédilection, le luxe et la communication? Est-ce qu'il y a des personnes inspirantes, je sais pas, des podcasts, des livres, des newsletters, des choses que tu recommandes de suivre, de lire pour se tenir au courant, que tu aimes bien consulter régulièrement? En ce moment, je suis pas mal sur Instagram des comptes en fait de collectionneurs de montres. Alors je commence à développer une vraie passion pour la montre aussi, pour l'horlogerie du coup, pour la montre et les complications. Donc j'aime bien parce qu'en fait ce que je trouve d'intéressant, c'est quand tu rentres dans un milieu, parce que le milieu de l'horlogerie et de la joaillerie, c'est un nouveau milieu pour moi. J'aime bien me sentir, pas pouvoir, tu sais, débattre, pouvoir me dire ah bah je comprends ce qu'il me dit là, il me parle de mouvement, j'arrive à comprendre ce qu'il me dit, je vais essayer de, tu vois, reverback, je vais essayer de répondre à sa question ou de débattre avec lui. Donc du coup, souvent j'aime bien suivre des groupes. Je faisais la même chose pour l'industrie du parfum, tu vois, j'ai beaucoup suivi de parfumeurs. De parfumeurs qu'on connaît pas aujourd'hui, hein, parce que les parfumeurs en soi on les connaît pas, mais c'est des vraies stars dans le monde du parfum. Mais il y a plein de parfumeurs de niche. Oui, c'est ça, exact. Francis Claudien, c'est le Cédric Grolet de la pâtisserie, tu vois, et lui en parfumerie. Et en fait, à la base, c'est un parfumeur qui a donné son nom à énormément de parfums de maisons de luxe qu'on ne connaît pas, mais qui a décidé d'ouvrir du coup sa propre maison. Mais du coup, voilà, il faut s'inspirer de aller voir un peu le parcours de ce genre de personnes, c'est intéressant. Et du coup, que je recommanderais. En tout cas, pour ce que tu viens de dire, en gros, l'idée c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour s'acculturer sur un sujet et pas forcément devenir un spécialiste, mais bien comprendre les choses, quoi. C'est une vraie source pour le coup. Bien utilisé, Instagram, ça peut être une vraie source d'inspiration et de données factuelles. Tu vois, vraiment, j'apprends vraiment des choses sur Instagram, beaucoup plus que, par exemple, à l'époque, quand j'étais sur Facebook. Tu vois, c'est con, mais vraiment, mes centres d'intérêt ont changé. Les personnes que je suis aujourd'hui, qui m'apportent des choses, je les garde dans mes following. Et les gens qui apportent pas grand-chose, où il y a pas, tu vois, par exemple, je fais un peu de ménage, quoi. Mais ça va faire régulièrement des gens qu'on suit et avoir un usage professionnel d'Instagram, quoi. Ouais. Après, pour des conseils un peu plus, j'allais dire pas académiques, mais peut-être quelqu'un qui chercherait à travailler dans le luxe, je dirais qu'il y a un média qui est il y a plusieurs médias évidemment qui sont intéressants, Vogue, tous les grands magazines fashion. Ça reste des sources pointues, c'est pas uniquement Vogue, les magazines qui va faire rêver le grand public. Non, pas du tout. T'as beaucoup d'articles justement qui analysent par exemple les collections, ou qui analysent telle ou telle collection ou produit, ou même des fois qui vont faire des interviews un peu exclusives avec les familles. Par exemple, tu vas avoir une interview d'Axel Dumas dans Elle Magazine. Et en fait, il y a un média qui est très intéressant qui s'appelle BOF, Business of Fashion. Alors si vraiment on aime bien la culture générale et le luxe, c'est un condensé des deux. C'est hyper intéressant parce que tu as et des articles qui sont rapides à lire, tu vois, tu sais, t'es un peu en mode Twitter, quoi. Très vite, tu peux comprendre les différentes fusions-acquisitions ou les différents mouvements dans le luxe. Et en même temps, tu as des articles très complets, par exemple sur un designer, par exemple la vie de Yves Saint Laurent, où tu vas avoir et Virgil Abloh, comment il en est arrivé là, et tu vas avoir des articles un peu plus de fond. Une vraie culture générale en communication sur tout ce qui touche à la mode, à la fashion. Ouais, très spécialisé. Mais voilà, et sinon. Et une personnalité peut-être qui t'inspire
que ce soit en mode, en communication ou même dans la vie en général. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une source d'inspiration? Il y a plein de personnes qui m'inspirent. Hein. Barack Obama, elle est très inspirante. C'est pas forcément une. Brigitte Bardot, très inspirante aussi. Bah, décédée, mais voilà. Brigitte Bardot, je crois, elle est pas décédée. Ah non, elle est pas décédée. Oh, pourquoi j'ai dit décédée? Non, il y a Jane Birkin qui est décédée il y a pas longtemps. Non, c'est Jeanne Birkin qui est décédée. Mais c'est ça, c'est Jeanne Birkin. Je pensais à Jeanne Birkin, j'ai dit Brigitte Bardot. Tu vois, par exemple, Martin Margiela, j'aime beaucoup, mais en fait, humainement, en ce moment, qui est-ce qui m'inspire en ce moment? Mais vraiment, tu vois. Il peut y avoir des périodes sans inspiration. Hein. Je vais t'avouer, là, j'ai un focus extrême sur mon mariage. Il y a qu'un truc qui m'inspire aujourd'hui, c'est les fleurs, les décos, les danses, les premières danses, la lumière. Je pense que les mariages et les grossesses, ça prend du temps, ça prend de l'énergie mentale. Écoute, en tout cas, merci pour tous tes bons conseils, pour nous avoir expliqué ton parcours et une bonne dose de motivation, parce que voilà, comme tu as expliqué, bah, des fois dans la vie, il faut savoir tout donner pour sortir de son milieu et combattre les stéréotypes et voilà, ne pas lâcher pour être la 91e de la promo et s'ouvrir la porte. Et derrière, ça ouvre aussi d'autres portes. Donc, merci encore, Adia, pour ton temps. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonjour au futur mari. Yes. J'hésiterai pas à lui passer.